Constantinople, 1566. Les minarets se dressent contre un ciel d'orage, leurs silhouettes découpées par les éclairs qui illuminent le Bosphore. Dans les jardins du palais de Topkapi, l'air est lourd de jasmin et de secrets. Aïcha, une jeune femme de 18 ans aux yeux verts perçants, descend d'un navire marchand en tremblant. Ses cheveux, au burn, cachent mal les traces de larmes sur ses joues. Elle vient d'être vendue par sa propre famille, ruinée par les dettes, à un marchand d'esclaves qui l'a destinée au harem du sultan Soliman le Magnifique. « Tu ne pleureras plus longtemps, ma belle », ricane Mustapha, le marchand obèse dont la barbe grise cache un sourire cruel. Le sultan apprécie la beauté européenne. Tu pourrais devenir sa favorite, ou finir tes jours à servir ses concubines. Les gardes eunuques, silencieux comme des ombres, escortent Aïcha à travers les couloirs de marbre du sérail. Les murs sont ornés de calligraphie arabe dorée, mais pour elle, ils ressemblent aux barreaux d'une prison dorée. Le claquement de ses sandales sur le sol froid résonne comme un glas. Dans la cour du harem, elle découvre un monde à part. Des dizaines de femmes de toutes nationalités, vêtues de soie colorée, évoluent sous la surveillance de la validée sultan, la mère du souverain. Cette femme imposante, dont les bijoux scintillent à chaque mouvement, l'examine comme un marchand évalue une marchandise. Une autre chrétienne, murmure-t-elle en turc à son eunuque noir de confiance, Süleyman Aga. Celle-ci a du caractère dans le regard. Il faudra la briser avant qu'elle ne rencontre mon fils. Aïcha ne comprend pas les mots, mais l'intention est claire. Autour d'elle, certaines femmes la regardent avec pitié, d'autres avec jalousie. Elle réalise qu'elle vient d'entrer dans un monde où la survie dépend de sa capacité à naviguer entre alliance et trahison. La nuit tombe sur Constantinople. Dans sa nouvelle cellule luxueuse mais verrouillée, Aïcha contemple les étoiles à travers les barreaux dorés de sa fenêtre. Elle pense à sa famille en Hongrie, à sa liberté perdue. Elle ne sait pas encore que son arrivée va déclencher une série d'événements qui révéleront les secrets les plus terrifiants de l'Empire ottoman. 3 semaines plus tard. L'aube rosit les coupoles du palais, tandis qu'Aïcha apprend les codes impitoyables du harem. Fatma, une concubine turque de 25 ans devenue son mentor malgré elle, l'initie au rituel secret du sérail. Dans les bains de marbre parfumés à l'huile de rose, elle lui chuchote les premières vérités interdites. « Tu crois connaître la cruauté ?» murmure Fatma en lavant les cheveux d'Aïcha. Attends de découvrir ce qui se passe dans les appartements privés du sultan. Il y a 3 ans, Leïla, une beauté circassienne, a disparu après avoir passé une nuit avec lui. Officiellement, elle est morte de fièvre. Les mains de Fatma tremblent imperceptiblement. Mais j'ai vu ses vêtements déchirés, tachés de sang, brûlés dans les jardins secrets à l'aube. Et elle n'était pas la première. Aïcha sent un frisson glacé parcourir son échine. Autour d'elle, les autres concubines continuent leurs ablutions dans un silence pesant, comme si les murs eux-mêmes avaient des oreilles. « Pourquoi me dis-tu cela ?» chuchote Aïcha. « Parce que tu lui plais déjà. Hier, Süleyman Aga a posé des questions sur toi. Ta beauté européenne l'intrigue, mais... » Fatma baisse encore la voix, le sultan a des goûts particuliers. Il aime briser ce qui résiste. Et plus c'est innocent, plus il y prend plaisir. Cette nuit-là, Aïcha est convoquée pour sa première présentation officielle. Dans la salle du trône, Soliman le Magnifique, 72 ans mais encore imposant, l'observe depuis son trône d'or incrusté d'émeraude. Son regard, perçant comme celui d'un faucon, la déshabille mentalement. « Approche », ordonne-t-il d'une voix grave qui résonne sous les voûtes. En s'avançant, Aïcha remarque les détails troublants. Les taches sombres sur les tapis persans malgré les nettoyages répétés, l'odeur douceâtre qui flotte dans l'air, les chaînes dorées discrètement fixées au mur derrière les tentures. « Tu me plais, petite Hongroise. Demain soir, tu viendras dans mes appartements privés. Süleyman Aga te préparera. » Le sourire du sultan révèle des dents jaunies par l'opium. Ses yeux brillent d'une lueur qui n'a rien d'humain. Aïcha comprend qu'elle vient de recevoir ce qui pourrait être son arrêt de mort. Les appartements privés du sultan, éclairés par 1000 bougies, révèlent leur véritable nature dans la pénombre dorée. Süleyman Aga, l'eunuque de confiance, prépare Aïcha avec une précision chirurgicale. Il l'habille d'une robe de soie blanche qui lui donne des airs de sacrifice, parfume sa peau d'ambre et de musc, tresse des perles dans ses cheveux. Ses gestes sont mécaniques, ceux de quelqu'un qui a répété ce rituel trop souvent. « Écoute-moi bien, ma fille », murmure-t-il en attachant un collier d'or à son cou. « Quoi qu'il arrive cette nuit, ne résiste jamais ouvertement. Souris, obéis, endure. C'est le seul moyen de voir l'aube. » Ses mains tremblent légèrement en ajustant le voile transparent qui couvre le visage d'Aïcha. « J'ai vu trop de beauté comme toi ne jamais ressortir de cette chambre. » Le sultan, il n'est plus l'homme qu'il était. L'âge et le pouvoir l'ont transformé en monstre.
Dans les couloirs secrets qui mènent aux appartements privés, Aïcha découvre des détails qui glacent son sang, des griffures sur les murs de marbre, des taches que même l'eau de Javel n'a pu effacer complètement, et surtout, ce silence de mort qui règne dans cette partie du palais. La porte des appartements privés s'ouvre sur un spectacle digne des enfers. La chambre ressemble davantage à un donjon qu'à un boudoir royal. Des chaînes pendent du plafond, dissimulées derrière des rideaux de soie. Des instruments étranges, prétendument objets d'art, sont disposés sur des tables d'ébène. L'odeur du sang séché se mélange au parfum d'encens. Soliman attend, vêtu d'une simple robe de chambre brodée d'or. Mais son visage a changé. Le masque du souverain noble est tombé, révélant l'expression d'un prédateur affamé. « Ah, ma petite colombe européenne » ronronne-t-il en s'approchant. « Sais-tu pourquoi j'apprécie tant les femmes de ton pays » vous criez si joliment en hongrois. Il effleure sa joue d'un doigt aux ongles anormalement longs et tranchants. « Cette nuit, tu vas m'aider à revivre ma jeunesse. À l'époque, lors du siège de Belgrade, j'ai découvert des plaisirs particuliers avec les prisonnières. Tu me rappelles l'une d'elles. Elle aussi avait tes yeux verts et cette peau de porcelaine. » Aïcha comprend qu'elle se trouve face à un psychopathe couronné. Mais au lieu de céder à la panique, une rage froide l'envahit. Si elle doit mourir cette nuit, ce ne sera pas sans résister. « Votre Majesté, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforce de garder stable, « permettez-moi d'abord de danser pour vous. En Hongrie, nous avons des danses particulières pour séduire nos amants. » Le sultan sourit, intrigué par cette initiative inattendue. Il ne sait pas qu'Aïcha vient de jouer sa dernière carte, et que derrière la porte, quelqu'un d'autre écoute et planifie déjà sa propre vengeance. Pendant qu'Aïcha danse pour sauver sa vie, dans l'ombre des couloirs, une conspiration se met en place. Mehmet, le propre fils du sultan et héritier du trône, observe la scène à travers un panneau secret. À 28 ans, ce homme au regard hanté a découvert les perversions de son père il y a des années, mais n'a jamais eu le courage d'agir. Cette nuit, en voyant l'innocence d'Aïcha sur le point d'être détruite, quelque chose se brise en lui. À ses côtés, Roxelane, l'ancienne favorite du sultan aujourd'hui tombée en disgrâce, serre les poings. Cette femme de 40 ans, autrefois la plus puissante du harem, a elle-même survécu aux caprices sadiques de Soliman. Ses cicatrices, habilement cachées sous les cosmétiques, témoignent de nuits d'horreur similaires. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, chuchote Mehmet, le visage blême. Combien de femmes ont disparu ces dernières années? 15? 20? Roxelane hoche la tête amèrement. 32 exactement. J'ai tenu le compte. Leurs corps sont enterrés dans le jardin secret, sous les rosiers qu'il prétend cultiver par amour de la beauté. Dans la chambre, la danse d'Aïcha touche à sa fin. Soliman, excité par ce préliminaire, s'approche d'elle avec la patience d'un chat jouant avec sa proie. Il sort de son coffret personnel une collection d'instruments que même les tortionnaires de l'Inquisition n'oseraient utiliser. « Maintenant, ma belle, nous allons vraiment commencer, » dit-il en caressant une lame courbe ornée de rubis. « J'espère que tu as une voix forte, car ces murs sont épais et personne ne viendra à ton secours. » C'est le signal qu'attendait Mehmet. Il fait irruption dans la chambre, accompagné de 3 gardes fidèles qu'il a secrètement ralliés à sa cause. Le sultan, pris par surprise, lâche son instrument de torture. « Père, » rugit Mehmet, « cela suffit. Votre règne de terreur se termine cette nuit. » Soliman, d'abord stupéfait, retrouve rapidement sa superbe. « Mon fils, » ricane-t-il, « tu oses défier ton sultan? Sais-tu ce qui arrive aux traîtres, même quand ils portent mon sang? » « Je sais ce qui arrive aux monstres, » répond Mehmet en dégainant son cimeterre. « Et je sais que l'Empire mérite mieux qu'un fou sanguinaire sur le trône. » La confrontation qui suit va révéler des secrets encore plus terrifiants que ceux déjà découverts. Car Soliman n'est pas seulement un pervers sadique, il cache un secret qui pourrait détruire l'Empire ottoman tout entier. Face à face avec son fils rebelle, Soliman le Magnifique laisse tomber son masque définitivement. « Tu veux la vérité, mon fils ?» gronde le sultan, ses yeux injectés de sang brillant d'une folie pure. « Alors écoute bien. Ces femmes que j'ai sacrifiées, ce n'était pas que pour le plaisir. » Il se dirige vers un coffre secret dissimulé derrière une tapisserie et en sort un grimoire relié de peau humaine. Les pages, noircies d'écritures en arabe ancien et de symboles occultes, dégagent une odeur nauséabonde. Depuis 20 ans, je pratique la magie noire enseignée par les sorciers de Bagdad. Chaque sacrifice me donne 1 an de vie supplémentaire, 1 an de jeunesse volée. Comment crois-tu que j'ai pu régner si longtemps? Roxelane, qui vient de les rejoindre, blêmit. Les disparitions, elles coïncidaient toujours avec tes maladies mystérieuses dont tu ressortais rajeuni. Soliman éclate d'un rire démoniaque. Exactly, ma chère Roxelane. Et toi,
tu as failli être la prochaine il y a 5 ans, mais ton sang de esclave s'est révélé trop impur. Il me faut du sang noble, innocent. Il pointe un doigt tremblant vers Aïcha, toujours figée de terreur. Cette petite princesse hongroise que sa famille a vendue pour sauver leur terre, son sang royal exactement ce qu'il me faut pour les 10 prochaines années. Mehmet sent la bile lui monter à la gorge. Père, vous avez vendu votre âme au diable. L'empire que vous prétendez servir, vous l'avez souillé de votre folie. L'empire, rugit Soliman en levant le grimoire au-dessus de sa tête. L'empire n'est que le moyen. Mon véritable objectif, c'est l'immortalité. Quand j'aurai sacrifié 100 vierges nobles, je deviendrai immortel et mon règne durera 1000 ans. Soudain, les bougies de la pièce s'éteignent d'elles-mêmes. Une présence maléfique semble envahir la chambre. Les murs suintent un liquide noirâtre, et une voix caverneuse résonne de partout à la fois. Soliman, le pacte arrive à son terme cette nuit. Nous réclamons notre dû. Le sultan, terrifié, comprend qu'il a été trahi par ses propres maîtres obscurs. Les démons qu'il croyait contrôler ont décidé de collecter leurs dettes plus tôt que prévu. Non, hurle-t-il, j'ai encore besoin de temps. Je vous ai donné tant de âmes. Tu nous as donné des servantes et des concubines, gronde la voix démoniaque. Mais tu nous as caché l'existence de ton fils héritier. Son sang princier vaut celui de 10 vierges. Mehmet comprend avec horreur que son père l'a attiré dans un piège. Ce n'était pas de la folie, mais un calcul froid, le sacrifice de son propre fils pour prolonger sa vie maudite. La bataille pour les âmes de tous les présents ne fait que commencer. La chambre du sultan se transforme en champ de bataille surnaturel, tandis que les forces démoniaques se manifestent. Des ombres tentaculaires émergent des murs, tendant leurs griffes vers Mehmet et Aïcha. L'air devient glacial malgré la chaleur estivale de Constantinople. Soliman, possédé par une force obscure, se dresse avec une agilité surnaturelle, ses yeux désormais entièrement noirs. « Mon fils bien-aimé » ricane-t-il d'une voix qui n'est plus la sienne, « ton sacrifice permettra à l'Empire ottoman de durer éternellement sous mon règne immortel. » Mais Roxelane, forte de 20 ans d'observation secrète, connaît les faiblesses du rituel. Elle saisit le grimoire maudit et commence à déchirer ses pages de peau humaine. Les pactes ont toujours une clause d'annulation, crie-t-elle par-dessus les hurlements démoniaques qui emplissent la pièce. Il faut détruire le livre avant que le sacrifice soit consommé. Chaque page détruite affaiblit les entités maléfiques, mais renforce aussi leur rage. Les ombres se ruent sur elle, lacérant sa peau de leurs griffes spectrales. Son sang coule sur le marbre, formant des symboles qui semblent avoir leur propre vie. Mehmet, comprenant que leur seule chance de salut réside dans la destruction complète du grimoire, se bat pour protéger Roxelane. Son cimeterre traverse les créatures d'ombre, mais à chaque coup, il vieillit de plusieurs mois, l'énergie vitale aspirée par ses parasites surnaturels. Aïcha, malgré sa terreur, trouve en elle un courage insoupçonné. Se souvenant des prières de son enfance chrétienne, elle récite le Notre Père en latin. Étrangement, sa voix pure semble repousser les ténèbres qui l'entourent. « Continue » lui crie Roxelane en arrachant une nouvelle page. « Ton innocence et ta foi sont nos meilleures armes. » Mais Soliman, ou la créature qui l'habite, n'a pas dit son dernier mot. D'un geste, il invoque les âmes torturées de toutes ses victimes passées. Elles apparaissent, spectrales et gémissantes, contraintes de le servir même dans la mort. « Mes chers disparus, susurre-t-il, une dernière fois, aidez-moi à obtenir ce que je désire. Tuez-les tous, sauf la hongroise. Elle est à moi. » Les esprits des femmes assassinées se dirigent vers Mehmet et Roxelane, mais Aïcha fait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de les fuir, elle leur tend les bras. « Sœurs dans la souffrance, dit-elle d'une voix claire, vous n'êtes pas ses servantes. Vous êtes ses victimes. Retournez sa propre malédiction contre lui. » Les fantômes s'arrêtent, troublés. Pour la première fois depuis leur mort, quelqu'un leur offre compassion au lieu de crainte. Une par une, elles se retournent vers leur bourreau, et dans leurs yeux morts renaît une étincelle de justice. Le véritable combat final peut commencer. L'aube pointe sur Constantinople, tandis que le destin de l'Empire se joue dans une chambre maudite. Les âmes des victimes de Soliman, libérées de leur servitude par la compassion d'Aïcha, se dressent contre leur bourreau. Leurs voix, unies dans un chœur de justice posthume, récitent à l'unisson les noms de tous les innocents sacrifiés. Leïla de Circassie, Fatou du Soudan, Marina de Grèce, résonne-elle, chaque nom frappant Soliman comme un coup de poignard spirituel. Le sultan déchu, privé de ses alliés démoniaques, vieillit à vue d'œil. Ses cheveux deviennent blancs, sa peau se parchemine, ses forces l'abandonnent. Les 20 années volées par la magie noire lui sont reprises d'un coup. Non, gémit-il en s'effondrant, mon immortalité.
Mon empire éternel. Roxelane, épuisée mais triomphante, brûle les dernières pages du grimoire dans les flammes d'une bougie. À mesure que le livre se consume, les ombres démoniaques s'évaporent en hurlant, retournant dans les abysses d'où elles venaient. « Père » dit Mehmet en s'agenouillant près du vieil homme brisé, « il est encore temps de demander pardon. Libérez votre âme de cette malédiction. » Soliman, redevenu un homme mortel et âgé, lève vers son fils des yeux où perce enfin une lueur d'humanité. « Mon fils, qu'ai-je fait ?» Toutes ces femmes innocentes, leur sang crie justice. Les fantômes des victimes, apaisés par cette reconnaissance de culpabilité, commencent à s'estomper dans la lumière dorée de l'aube qui filtre par les fenêtres. Avant de disparaître définitivement, elles accordent leur pardon à celui qui les a détruites, libérant ainsi leurs propres âmes de la vengeance. « Majesté, » murmure Aïcha en s'approchant, « vous pouvez encore racheter vos crimes. Révélez où sont enterrées vos victimes. Elles méritent des sépultures décentes et des prières. » Soliman hoche faiblement la tête. Dans le jardin secret, sous les rosiers blancs. J'ai planté une fleur pour chacune d'elles, croyant honorer leur mémoire alors que je ne faisais que masquer mes péchés. 3 jours plus tard, dans la plus grande discrétion, Mehmet ordonne l'exhumation et la sépulture digne des victimes. Il fait ériger un monument secret dans les jardins du palais, sur lequel sont gravés tous leurs noms. Aïcha, libre de repartir en Hongrie avec une importante dot offerte par le nouveau sultan, choisit de rester à Constantinople. Elle fonde un refuge pour les femmes en détresse, financé par les trésors de l'ancien grimoire maudit, transformé en œuvre de charité. Roxelane devient sa plus proche collaboratrice, trouvant dans cette mission de protection une rédemption pour les années où elle avait fermé les yeux sur les crimes du sultan. Soliman, devenu un vieil homme repentant, passe ses derniers mois à prier et à jeûner, cherchant l'absolution pour ses crimes. Il meurt paisiblement 6 mois plus tard, emportant avec lui les derniers secrets noirs de l'Empire ottoman. Mehmet, désormais sultan Mehmet III, règne avec justice et compassion, ayant appris des erreurs de son père que le véritable pouvoir réside dans la protection des innocents, non dans leur exploitation. L'histoire de cette nuit terrifiante devient une légende murmurée dans les couloirs du sérail. Le rappel que même les plus puissants ne peuvent échapper aux conséquences de leurs actes, et que parfois, c'est l'innocence et la compassion qui triomphent des ténèbres les plus profondes. Le soleil se lève sur un empire purifié, où les roses du jardin secret fleurissent enfin en mémoire de celles qui ont trouvé la paix éternelle.